je vois sur le chat que ça parle de Cross the Ages. Il y a d'ailleurs sur notre Discord, mais c'est issu d'images de leur Discord, les premières images du jeu, puisqu'il y a eu sur Marseille même ce week-end, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu avant, j'ai pas la date exacte, un private alpha, bêta, où les gens pouvaient venir et jouer directement sur des grands iPads et tout ça. Donc, il y a les premières images in-game qui sont parues et ça a l'air plutôt intéressant et dynamique. Mais on continuera de suivre tout ça, bien évidemment, au fur et à mesure pour Cross the Edges qui, théoriquement, devrait aboutir d'ici l'automne aussi. Et je pense qu'ils ont la bonne timeline au niveau du marché. Donc, Moi, je pense voilà. que je partage ce que tu as dit dans la vidéo d'aujourd'hui et puis ce qu'on dit depuis quelques semaines maintenant. Un été de range qui permet de nettoyer un petit peu le marché et une rentrée qui permet de se réveiller avec des catalyseurs qui donnent des chances de renverser la polarité, notamment le merge sur Ethereum, prévu pour fin septembre, réaliste plutôt courant octobre, parce qu'on les connaît, quand ils donnent une date, vaut mieux prendre de la marge. Et du coup, tout ce qui, les projets qui en gardent un petit peu sous le coude et qui prévoient leur grosse sortie en octobre-novembre, ça peut être une stratégie qui est gagnante. Ouais. Puis globalement, il y a quand même beaucoup de projets qui ont pris ce parti de se dire, vu les conditions de marché, on attend un peu que ça se tasse. Donc, c'est plutôt smart parce que il y a des projets des fois qui sont lancés coûte que coûte et qui se lancent comme ça sur des phases baissières. Et malheureusement pour le marché crypto, ça peut littéralement te scier les jambes avant même que tu aies commencé quoi que ce soit, de te lancer au mauvais moment. Alors, on va attaquer au niveau de l'analyse technique. Comme d'habitude, j'essaierai d'aller assez vite pour pas répéter ce que j'ai déjà dit ce matin, puisqu'il y a quand même à chaque fois une bonne émission quasi, on va dire, 52 fois par an au niveau du lundi, parce que c'est vraiment, pour moi, la sortie du week-end, la journée la plus importante, le lundi, et que ça soit en bull run ou même un peu après, c'est souvent là où, globalement, ça bouge le plus. On a souvent en sortie de week-end, voilà, un peu plus d'effervescence. Donc là, par rapport au crypto total, incluant Bitcoin et Altcoin, pour l'instant, on a malheureusement buté autour de 1075 milliards. Ça correspond tout simplement à cette mèche ici de sortie de la bougie de mi-mai 2022. Donc pour le moment, on est bloqué sur cette petite contraction. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 et comme je le disais ce matin, désormais ce que je veux, c'est tout simplement avoir une contraction comme ceci qui petit à petit nous permettrait à la rentrée automne de partir par le haut. Si on fait un nouveau point bas et que voire on se fait happer malheureusement vers l'ancien point bas, malheureusement là ça serait le scénario de continuation baissière qui prévaudrait. Donc je préfère donner les deux, bien que au vu de l'avancement de cette baisse qu'on a connue depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois désormais, je pense, comme on l'a répété souvent, qu'on est déjà bien avancé et que c'est pas à partir de là où on se trouve techniquement que je vois un Bitcoin arriver sans raison valable à 10 000 dollars ou une target comme ça extrêmement baissière par rapport au prix sur lequel nous sommes aujourd'hui. Moi, Au je niveau du reste sur crypto, l'analyse de ces dernières semaines. Le marché a redonné un petit peu d'espoir ces dernières semaines, surtout sur Ethereum, qui a pas mal performé, hein. Mais on n'est pas encore sur une situation où il y a un signe de force sur le marché et un vrai renversement de polarité. Je l'avais dit il y a quelques semaines, je ne sais pas si c'était il y a 2 ou 3 semaines, dans des situations comme ça, si vous êtes en DCA, de toute façon, vous vous en foutez du prix. Si vous avez vendu vos cryptos et que vous recherchez une porte d'entrée ou simplement vous cherchez une porte d'entrée tout court dans les cryptos, parfois ça vaut mieux l'acheter à 25, 26, 28 avec une belle confirmation qu'on est sur un renversement de polarité pour suivre une tendance, plutôt que de se dire ah non, je vais l'acheter tout de suite là à 22 ou à 23 pour pas louper le mouvement. C'est clairement, vaut mieux laisser quelques profits potentiels sur la table plutôt que d'acheter de l'incertain. yes. Et pour ceux qui achètent dans l'incertain, il y a le fameux DCA petit à petit pour tout simplement, sans trop regarder le prix, se faire une épargne programmée et pour justement pas se faire trop mal à la tête puisque
globalement, comme on le répétera aussi le plus souvent possible, c'est très difficile de détecter quand est-ce qu'on est sur un point haut potentiel de marché, de même que c'est très difficile de détecter quand on est sur un point bas. Donc vous avez les deux possibilités, comme vient de dire Marc, soit vous attendez que le marché soit complètement retourné et que le marché américain aille bien et que l'inflation soit derrière nous, etc. Ou bien vous êtes un peu plus proactif et vous voulez vous exposer à court terme en vous disant moi, même si Bitcoin va à 15 000 un jour, je commence à en acheter à 20 000. Et petit à petit, voilà, vous faites votre épargne programmée et qui, techniquement, derrière, devrait plutôt pas mal porter ses fruits. Au De toute niveau, façon, c'est très clair. Le DCA, par définition, ça réduit la variance. C'est-à-dire que ça réduit la part de chance dans votre investissement, puisque votre point d'entrée, comme il est multiplié sur de multiples points d'entrée, le fait d'avoir acheté bas ou acheté haut, ça se dilue au fur et à mesure du temps. Et du coup, les maths sont plus de votre côté quand vous êtes dans une stratégie DCA, même si du coup, faire partie du 0,1% des super chanceux qui ont acheté le point bas parfait et qui ont vendu le point haut parfait, là du coup, cette probabilité n'est plus du tout de votre côté. Donc vous laissez des profits exceptionnels d'une chance incroyable sur la table, mais en échange, vous diminuez les possibilités de perte, même si elles existent toujours, et ça on insiste dessus. On est sur des actifs qui sont ultra volatiles avec des possibilités de perte qui sont réelles et c'est pas du tout du domaine de l'imaginaire. Mais voilà, vous êtes sur deux stratégies différentes. Si vous voulez avoir des maths de votre côté et que vous n'êtes pas complètement expert dans le trading, le DCA, ça reste la stratégie supérieure en moyenne. oui, puis c'est quelque chose qui fonctionne surtout pour les particuliers. Parce que 99% des particuliers ne seront pas et ne seront jamais des traders. Donc, globalement, je veux dire, on a beau le tourner dans tous les sens, et d'ailleurs, c'est ce que disait Point Figure ici sur l'avis de Karen Pellwall et Vincent Gann. Vincent, ça me paraît un peu bizarre parce que je crois qu'il a toujours été quand même assez pro DCA. Mais je peux comprendre aussi, c'est le même avis qu'avait eu Bitcoin lors des masterclass. Il y a des profils qui sont totalement anti-DCA et anti-moyenne à la baisse. Il y en a même qui vous conseillent de renforcer très fort vos positions pendant qu'on est sur une trend haussière. C'est-à-dire à chaque fois qu'on franchit un palier, vous continuez d'ajouter à vos gagnants. Et en fait, c'est vrai que c'est des stratégies qui toutes se tiennent et qui ont leurs points forts et leurs points faibles. Mais quand on observe ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années pour le marché crypto et les particuliers étant très peu disciplinés, étant sujet à divers biais, étant sujet à plein de verbiage et tout ce qui va bien, on a trouvé ça, le DCA, qui convient à la majorité et qui, au long terme, nous prouve que de 2-3 ans en 2-3 ans, en général, une position qui a été bétonnée, notamment là sur les phases de baisse importantes, a tendance à se retrouver derrière dans le positif lors du cycle suivant. Donc, ça sera peut-être pas toujours vrai, mais pour l'instant, c'est la moins mauvaise des bonnes manières, si je puis dire. Moi, je pense que ça vaut le coup d'y passer encore 30 secondes là-dessus parce que c'est un point très important. En fait, pourquoi les gens qui sont anti-DCA, entre guillemets, même si on n'est pas dans un drama, si vous faites ce que vous voulez, c'est votre portfolio, le sont parce qu'ils viennent d'une école de pensée d'investisseurs actifs ou de traders actifs, spéculateurs actifs. Ils vont vous sortir, et je pense que Bitcoin, c'est un bon représentant d'une partie de cette école de pensée. Et Bitcoin, on est loin d'être contre, on l'invite et on est toujours honoré qu'il vienne dans l'émission. Il va sortir des citations de traders telles que loser average loser, c'est-à-dire il n'y a que les losers qui font du DCA quand ça baisse pour accumuler, qui font baisser leur moyenne d'achat, etc. Pourquoi ? Parce que, premièrement, Bitcoin, c'est un trader spécialisé professionnel. C'est son métier. Donc, il n'est pas du tout, comme on pourrait qualifier de retail, d'apprenant, d'investisseur bon père de famille. Non, c'est un investisseur qualifié, même par définition, puisqu'il a un fonds On est proche d'investissement. d'ailleurs du petit institutionnel. Cette taille-là, ouais, clairement. Et donc, lui, il va pas avoir une stratégie qui va être retail friendly. Au contraire, sinon, c'est son métier. Et surtout, lui, il se classe dans un
dans un courant de pensée de trading qui est tout à fait valable, qui s'appelle le trend following. C'est-à-dire qu'il va identifier, c'est quand je vous parle de renversement de polarité, de suivre des tendances, de rentrer sur une certaine tendance, de prendre ses profits quand on sent un peu un épuisement de cette force ou un retournement de cette tendance. On est très clairement dans cette école de pensée-là. Et cette école de pensée, elle a généré les meilleurs traders du monde et les meilleurs track records du monde. Elle a généré aussi les plus grandes faillites, parce que on n'a pas toujours raison. Mais clairement, on est sur un domaine professionnel. Vous comprenez bien que, vu l'audience de la chaîne, tout le monde ne fait pas partie du 0,1%. Et c'est pour ça que dans ce qu'on met en avant, la stratégie qui met les maths de votre côté et qui réduit la chance ou le besoin de talent de votre côté, elle nous semble un peu plus saine à mettre en avant plutôt que avoir des stratégies ultra spécialisées, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, Céline. Ouais, c'est surtout qu'après, si on passe pas par un DCA justement quand on n'a pas envie de se prendre la tête et que, comme tu dis, on n'est pas professionnel des marchés, ce qui ni toi ni moi, c'est déjà pas le cas, et encore moins la majorité qui découvre les cryptos aujourd'hui, enfin pour la majorité justement, Et c'est pas une critique pour vous, hein. C'est non, juste que clairement pas. c'est par définition, 99% des gens ne font pas partie du 0,1. Ouais, voilà. Et globalement, en fait, petit à petit, via le DCA, on essaie d'enlever le facteur chance. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien, admettons, on est en 2018, ou là, admettons que 2022 est en 2018 bis, vu que déjà, on s'est pris salement sur la gueule. On peut se dire que la personne qui entend parler du Bitcoin aujourd'hui, il peut investir en one shot et il peut investir pile poil sur le point bas du marché sans le savoir et avoir ce facteur chance qui joue pour lui. Mais ça peut tout aussi bien être, il a investi maintenant à 20 000 et malheureusement, il se passe, je sais pas, X trucs d'ici la fin de l'année. Il y a un Covid bis qui repart ou j'en sais rien. On le voit là avec le truc du singe ou je sais pas quoi. Et d'un seul coup, on se retrouve à 10 000 sur Bitcoin. La personne qui aura tiré son unique cartouche là maintenant à 20 000, ça reste un exemple, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire que ça arrivera. Bien, il va se retrouver à moins 50%. Et il va se dire, purée, on m'avait dit et tout que c'était le nouveau truc, que ça allait bien me prendre et tout. Enfin, c'est toujours, voilà, il y a le facteur chance et le facteur temps, puisque après, derrière aussi, c'est l'horizon de temps qui fait absolument tout. Et le timing est primordial sur les marchés. Mais c'est vrai que globalement, si on veut effacer un maximum le facteur chance, en s'intéressant un minimum au marché tel que le font justement l'auditoire ici ou ailleurs, parce que voilà, on n'est pas non plus les gourous crypto FR. Il y a des centaines et des centaines d'autres comptes, d'autres contenus, et heureusement qu'il y en a d'autres, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que plus vous allez à la fois avoir un peu de renseignements en amont et plus vous allez lisser au travers du temps en étant justement un minimum renseigné, théoriquement, ça devrait bien se passer derrière. Après, le facteur aussi qu'on ne maîtrise pas, c'est le facteur signe noir, comme on l'a vu avec Mars 2020 et comme on l'a vu avec Free Arrows Capital et Terra Luna. Il peut à tout moment nous tomber un énorme pavé dans la mare ou sur le pif au choix, qu'on ne peut pas ni complètement voir venir, ni anticiper. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que souvent, moi, j'essaie de contrebalancer sur la chaîne en ayant cet aspect positif, de me dire pourquoi on essaierait systématiquement d'anticiper le pire alors qu'on peut tout aussi bien avoir du très bon. Et on en discutait à l'instant avec Marc en off 5 minutes avant l'émission. En mars 2020, on avait l'intégralité des chaînes YouTube et des on va dire, pas 10 heures de bonne aventure, mais bref, vous avez compris, sur YouTube, qui vous disait que le monde allait s'effondrer. C'était faites des réserves de pâtes, allez immédiatement acheter du gold et faites-vous un bunker. Et ça, c'était ce qui prévalait en mars 2020, que le monde Clairement, allait ouais. s'effondrer. Alors que derrière, on se tape 2 ans de bull run. Donc c'est vrai que c'est très, très compliqué de garder la balance. Et juste pour terminer sur ce sujet, pourquoi je mets en avant le DCA, c'est parce que le DCA ne peut pas marcher à chaque fois. On pourrait vous montrer dans les actions traditionnelles, et c'est Bitcoin qui prenait le marché des semi-conducteurs où tu as 10 ans de plateau,
où même le mec qui a DCA, s'il a attendu pendant 10 ans, il s'assoit sur quasiment aucun profit, ou des secteurs qui sont en bear market pendant une décennie. Ça existe dans les actions traditionnelles. Et là, il y a intérêt à s'accrocher à ses chaussettes quand on est investisseur. Dans les cryptos, on est sur de la nouvelle technologie qui est encore jeune. Le Bitcoin va fêter ses 14 ans là, bientôt, au niveau du white paper en octobre. Et au niveau de janvier de 2023 pour le réseau. Quand on regarde Bitcoin, qu'on dézoome, on est sur plus d'une décennie de trend haussière. Et donc, quand on rentre en DCA, qu'on est bon père de famille, même si cette expression est horrible, et qu'on se décide juste d'un budget qu'on peut attribuer sur son investissement chaque semaine, chaque mois, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, sur une nouvelle technologie, il y a des chances qu'on soit gagnant. Et les chances qu'on soit gagnant sur une timeline suffisamment longue, en fait, elles sont assez élevées sur ce type de marché. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché en expansion. Aujourd'hui, il y a moins d'1% de la planète qui fait de la crypto. Dans 5 ans, il y aura peut-être 10% de la planète qui fera de la crypto. Et donc, les valorisations, elles ont de la chance d'être plus élevées que maintenant. Est-ce que ce sera les gens qui feront Twitch, parce que je pense pas qu'on fera ça toute notre vie non plus, en 2050, mettront encore en avant du DCA quand on sera dans un marché crypto beaucoup plus mature? Ça, c'est à revoir. Mais ça, prenez bien en compte que le DCA, c'est pas la formule magique qui va vous faire gagner de l'argent, il n'y a que à être patient. Même le DCA comporte des risques. Aucune méthode au monde, aucune stratégie au monde vous garantit des profits. Tous les gens qui vous diraient cette méthode vous garantit des profits sont en train de vous arnaquer. Il n'y a pas d'exception à ça. C'est les vendeurs de formation ou la phase un peu dark de TikTok investissement. Clairement, on n'est pas là-dessus sur la chaîne. Mais voilà, c'était pour donner un élément de contexte supplémentaire sur cette stratégie DCA. Yes, tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'on a fait le tour pour le DCA en particulier. Donc au niveau du crypto total des alts, bien pareil, on bute autour de 605 milliards et c'était une belle zone de travail. C'est exactement la même musique. J'ai la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver par en haut ici autour de 775 milliards. Je veux désormais une contraction et un ping-pong tout simplement qui sur un trimestre à minima supplémentaire nous donnerait une très jolie contraction pour, je l'espère, d'ici la fin d'année maximum premier trimestre 2023, un retour haussier du marché crypto. Après, si jamais on rentre dans une récession au niveau du marché US, probablement que ça peut se gâter un peu plus longtemps, mais pour l'instant, le consensus des analystes ont l'air de se dire que ça pourrait passer. Ça va être juste au poil de fesses près, mais voilà, pour l'instant, peut-être qu'on arrivera à échapper. Donc, on va attendre les résultats de mercredi, notamment des chiffres du FOMC, mais voilà, on en est là. Le BTC en lui-même qui malheureusement a clôturé sous la moyenne mobile 200, ça aussi ça a été vu ce matin. Donc il y a des personnes qui en 4 heures mettaient en avant, et notamment Vincent Gann, le fait qu'on pourrait avoir un petit bull flag. Le souci c'est que l'échelle qui prédomine ici en hebdo justement, on est plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire un bear flag exactement tel que celui qu'on avait eu précédemment et qui avait fini par casser impulsivement à la baisse. Donc j'espère vivement qu'on ne va pas se faire fourvoyer sur ce coup-là, si je puis dire, hein, par malheureusement le marché. Pour l'instant, ça reste dégradé sous la moyenne mobile 200. Après, comme disait Dave The Wave, on a une moyenne mobile 200 qui, au travers du temps, théoriquement, plus le temps passera, moins elle sera pertinente d'un point de vue du support, résistance et tout ça. Pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois, ça fait 1 mois qu'on bute dessus. Donc, quand même, elle a sa petite importance. Et comme je disais, désormais, je ne veux pas voir le Bitcoin repartir de nouveau sous les 21 500. Malheureusement, ça serait un signal vendeur à nouveau qui serait envoyé au marché crypto. Très clairement, pour moi, si on arrive à tenir les 20 000 pendant tout l'été, ça me va. M'en fiche d'être à 28, à 26, etc. Si on arrive à maintenir ce support de 20K, qui est très psychologique, hein, en vrai, il ne repose pas sur tant que ça, on est quand même bien placé pour avoir une reprise à la rentrée. C'est quand même le scénario optimal. Oui, ça les bear markets, généralement, ça ne dure pas 3 mois, quoi. Donc, ça serait il faut plutôt, une phase de distribution. cool.
Après, bon, on va en parler un peu plus tard là dans le live. On aura le merge. En ce moment, c'est le sujet du moment. Et c'est vrai qu'on a l'impression au bout d'un moment, des fois, de parler quasiment plus que de ça. Mais c'est tellement gros pour le marché crypto que voilà. Dans tous les cas, au niveau du Nasdaq, recul léger ce lundi, moins 1,16%. On est justement entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20 qui pour l'instant, il se garde bien de venir toucher au niveau du cours. Et le SP500, c'est exactement la même musique. Donc, on avait eu quand même une baisse assez substantielle. On était passé de 4800 points à 3600 pour le SP500, qui là aussi va finir de se compresser entre la moyenne mobile 20 hebdo et la moyenne mobile 200, qui l'attendait juste un peu plus bas, autour de 3550. On en vient peut-être à Ethereum directement, puisque le dollar et la Bitcoin dominance, on l'a vu, revu, voilà, à court terme, je pense que ça, on a vu que le dollar était toujours fort et que la dominance était autour de 42,5. Je ne reviens pas dessus du coup. Un Ethereum qui, lui, est légèrement plus et mieux avancé que Bitcoin, probablement dû au fondamental du merge. On vient de se payer un quasi x2 depuis les 870 dollars vers les 1650 qu'on a 40 selon les échangeurs qu'on a touché récemment, il y a 48 heures, quelque chose dans le genre. Et désormais, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas reperdre à nouveau l'ancienne ATH de 2018. Et c'est vrai que c'est là où ça risque de se jouer aussi pour Ethereum, en tout cas d'un point de vue technique. Alors, je vous ai poussé une analyse technique sur Twitter hier qui était un peu plus, on va dire, épurée et qui vous montrait l'intégralité depuis le dernier cycle pour Ether. On a aussi une belle contraction au niveau du momentum RSI. On a le MACD qui est venu quand même très bas. Donc, pour quiconque joue la transition du merge, et ça peut tout aussi bien mal se passer derrière, comme l'a dit Marc à l'instant, on a toujours le risque du moment qu'on met de l'argent sur un marché financier, on peut derrière avoir un gain substantiel, tout comme on peut en perdre. Et ça, je veux dire, c'est systématique, on le rappellera toujours. En tout cas, pour l'instant, de ce que je vois là sur Ether, ça me plaît plutôt pas mal, mais on va rester premièrement Bitcoin dépendant, on va rester marché américain dépendant et on va rester Ethereum dépendant, déjà du fait qu'il réalise bel et bien sa transition, que ça se passe correctement, ce qui devrait être le cas, et voir la réaction du marché une fois que ça s'est fait, et notamment les mineurs. Donc, on va pouvoir parler aussi de toute la roadmap et je vais te laisser Moi, je la pense parole. qu'on le fait maintenant. Eh ben C'est vas-y, mieux. on enquille sur la roadmap à ce moment-là. Je te laisse partager le Ouais, super, le super truc de Vitalik. Alors, ça, c'est une illustration parfaite de si vous faites vos devoirs, et c'est gratuit, faut parler anglais, mais il y a Google Trad dans la vie. Si vous ne savez pas utiliser Google Drive ou DeepL, c'est compliqué pour vous, les amis. Mais c'est une illustration parfaite de si vous avez fait vos devoirs pendant l'ETCC, vous n'avez rien appris, puisque vous le saviez déjà. C'est-à-dire que rien de ce qui a été annoncé pendant l'ETCC, cette fameuse roadmap, je l'ai vu il y a plus de 6 mois. C'est des sujets qui sont complètement abordés publiquement, mais personne, mais je dis bien personne, à part une petite dizaine de comptes qui sont passionnés et les gens qui travaillent directement dessus, mais a priori, ils ont trop de boulot pour être sur Twitter, n'est au courant de ces choses-là, parce que personne ne prend le temps de surveiller le GitHub d'Ethereum, qui est open source, complètement public, les all core dev, qui sont des call Zoom que n'importe qui peut aller rejoindre, ou alors une autre plateforme, et ou alors lire les rapports, les minutes de ces trucs-là. Donc, vraiment, et ça j'insiste là-dessus, Ethereum et tout ce qui est un petit peu technique, l'investissement, c'est vrai que la barrière technique est un peu élevée pour comprendre le langage, etc. Mais si vous faites cet investissement, vous allez front-run le marché en permanence. Vous allez être au courant des choses importantes avant tout le monde et parfois des semaines, voire des mois avant tout le monde. Donc, moi, je pense, à titre personnel, je ne suis pas un trader, mais je pense que la valeur ajoutée de ça, elle vaut beaucoup plus que passer toute la journée à retweeter des trucs de giveaway en espérant choper une waitlist ou $50 de cadeaux, quoi. Et on vous voit, il y en a beaucoup dans la communauté qui font ça toute la journée. Prenez le même temps et faites-vous le voir pendant ce temps-là. Je pense que vous gagnerez plus d'argent. Donc, parlons un peu de cette roadmap. parlons Alors à faire. déjà, voilà, parlons à faire. Alors déjà,
Tu l'as dit dans ton émission ce matin, la Verge, on va pas faire de commentaires. L'anglais et le français, il y a des faux amis. Donc on va pas. Voilà, on en a parlé, on n'en parlera plus. Si vous soyez gentil et mature dans le chat, s'il vous plaît. Donc le merge, on connaît. Le merge, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on remplace le proof of work, donc le mining sur Ethereum, et on le change par le proof of stake. C'est le stage le plus avancé de cette roadmap, entre guillemets, puisque on en est à la toute dernière étape. Là, au cours du mois d'août, il y aura le dernier merge testnet avec le réseau Curly et programmé pour le 19 septembre. Moi, j'y crois pas du tout. Ce sera probablement en octobre. Il y aura le mainnet et donc activation du merge. Ça ne veut pas dire que cette partie-là du merge s'arrête, puisque en fait, quand le proof of stake commence, pour les stakers, ne pourront pas retirer leur gain de staking tout de suite. Ce sera une autre mise à jour qu'on appelle les withdraws. Donc la possibilité de faire des retraits qui est programmée pour le début de l'année 2023 de manière optimiste. Donc ça, on connaît, on en a parlé en long, en large et en travers sur la chaîne. Le search, c'est intéressant parce que c'est tout ce qui est lié au sharding. Donc c'est la scalabilité du layer 1 d'Ethereum. Donc Ethereum a décidé d'abord de se concentrer sur son consensus pour pouvoir avoir une couche qui est plus stable avec le merge et se concentrer ensuite sur la scalabilité de ce réseau, de son infrastructure, afin de pouvoir faire plus de transactions et des transactions qui coûtent moins cher en parallèle. Le surge, là, il faut bien comprendre qu'on est sur un truc. Moi, je pense qu'il y a à peu près aucune chance qu'en 2022 et 2023, ça sorte. Là, on est sur de la roadmap à long terme. Aussi, un autre truc sur cette roadmap, c'est que c'est pas étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Les équipes qui bossent dessus, elles bossent dessus déjà depuis longtemps. Le merge, c'est un truc qui est bien compris et bien avancé depuis DevCon Prague. Prague, c'est 2018. Donc, ça fait un moment qu'ils bossent dessus. Le Verge, les Verkle Tree, c'est un truc très technique, mais qui est assez intéressant et qu'on peut expliquer simplement. En fait, c'est une manière de stocker la donnée pour les nœuds et ouais, je simplifie un peu trop, mais c'est pas trop grave. Si vous êtes technique, eh ben, vous inquiétez pas, on pourra en discuter une autre fois si vous le souhaitez. Mais en gros, ça permet d'avoir des nœuds complets qui n'ont pas besoin de faire 500 gigas, 1000 gigas, etc. Ça permet, sur le très long terme, les blockchains ont tendance à demander de plus en plus d'espace de stockage, puisque le principe d'une blockchain, c'est que c'est un registre distribué public avec un historique qui est conservé en permanence. Et du coup, plus une blockchain vieillit, plus il y a de nouveaux blocs, plus il y a de données à stocker. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand Bitcoin a commencé avec son premier bloc, la blockchain Bitcoin faisait 1 méga. Maintenant, si vous téléchargez un full node Bitcoin, ça va vous prendre entre 350 et 400 gigas. Et dans 10 ans, combien de place ça prendra? Forcément, ça va prendre de plus en plus de place. Le pari de Satoshi Nakamoto à l'époque, et c'est pour ça que les blocs font 1 méga et pas 1 giga, c'est de dire on va faire en sorte que la courbe d'accroissement de la taille de la blockchain sera linéaire parce que la technologie augmente normalement de manière un peu plus rapide que le linéaire. Et du coup, les disques durs seront de plus en plus performants et de plus en plus gros au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes principales. Après Splurge et Purge. Purge, ça bosse aussi sur le fait que la blockchain soit plus légère et que ce soit plus facile d'avoir des nœuds. Et le Splurge, c'est un peu le fourre-tout. Donc Purge, c'est vraiment plus sur la partie EVM, donc ça c'est très technique, c'est faire en sorte que les transactions elles coûtent moins cher d'un point de vue technique et en ressources avec ce qu'on appelle l'Ethereum Virtual Machine. C'est un truc passionnant, mais on va passer les détails parce que c'est extrêmement technique. Et Splurge, c'est un peu tout le reste. Il y a des choses hyper intéressantes dedans. Notamment les verification functions, la count abstraction, etc. Mais là, on est sur de la roadmap encore plus long terme, quoi.
Il y Donc, avait une question intéressante et qui est souvent posée finalement par les néophytes qui viennent au marché crypto. C'est intéressant d'y répondre. Une réelle question, pourquoi d'autant d'enthousiasme sur Ethereum alors que des cryptos comme Elrond font déjà tout ce travail? Et le truc, c'est que les personnes qui parlent de Elrond en transactions par seconde ou par rapport au sharding qu'on aura plus tard sur Ethereum, et qui est déjà possible sur des blockchains justement comme Elrond et tout ça, parce qu'on voit souvent Elrond ou d'autres, mais il y a déjà pas mal de blockchains qui effectivement techniquement peuvent proposer plus que ce que propose Ethereum en layer 1 aujourd'hui. Le souci, c'est que la réponse, elle est exactement la même aujourd'hui que hier. Ce qu'a mis des années à construire Ethereum et tout ce qui est venu se greffer sur Ethereum, et on parle aujourd'hui, je ne sais jamais le pourcentage exact parce que je pense même pour quelqu'un qui voudrait le mesurer, c'est assez difficile à tout simplement mesurer aujourd'hui. Mais les 80-90% de l'écosystème des altes qui tournent en ERC20 ou les NFT qui tournent en ERC721, 1100, je ne sais plus quoi, etc. 55. Voilà, 1155. Si à ce jour, tu veux tout transphaser à Ethereum, à Elrond, tu fais comment? Du jour au lendemain, tu veux tout passer, tout l'écosystème qui s'est build en 5-6 ans sur Ethereum, tu veux le passer sur Elrond. Déjà est-ce que c'est faisable? La réponse est, je pense, non. En tout cas, pas en claquant des doigts. Deuxièmement, est-ce que techniquement c'est réalisable? Est-ce qu'il y a des ponts qui ont été créés pour? Comment on fait? Ou alors est-ce qu'il La faut réponse est reprendre non. le code depuis zéro? Et ensuite, voilà, enfin, si tu veux, c'est au bout d'un moment, il faut prendre les choses en considération du fait que ça fait des années qu'on nous parle aussi de Ethereum Killer et tout ça. Et encore ça, depuis 1 ou 2 ans, c'est bon. Je pense que tout le monde a compris qu'il valait mieux s'associer, faire des ponts, faire des bridges et des blockchains intelligentes, des Avax Avalanche, des Polkadot, des Atom Cosmos qui viennent vraiment se greffer les unes sur les autres et qui permettent des ponts. Et on n'est plus dans ce truc de dire comparaison, tu vois. C'est très difficile à expliquer simplement, avec des mots simples en tout cas. Moi, j'avais une discussion là-dessus. Déjà, il y a 2-3 semaines, j'avais répondu à quelqu'un qui parlait de Elrond et j'avais dit pourquoi AV n'ira pas sur Elrond, en tout cas à court terme. Et j'avais expliqué il y a 2-3 semaines, vous pouvez aller voir le replay, que en fait, c'est comme pour donner un exemple simple, c'est comme si AV était une application iOS pensée pour les machines Apple et Elrond, c'était Windows ou un autre système d'exploitation. Et peut-être que c'est génial. Je ne suis pas là pour faire du jugement de valeur, même si j'ai ma propre opinion et je pense que vous la connaissez. Mais pour passer AV sur Elrond, il faut réécrire tout le code. Donc déjà, il faut trouver des ingénieurs qui sont capables de le faire parce que les nôtres, ils sont spécialisés, l'équivalent d'iOS, donc Ethereum dans ce cas-là. Deuxièmement, il faut refaire auditer tout le code. Et les sociétés d'audit, les audits, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est un budget de plusieurs millions d'euros chez AV de faire auditer une version du protocole. Et troisièmement, il faut le temps de faire ça. Et pendant que tu passes ton temps en tant qu'équipe à faire ça, tu fais pas autre chose. Et clairement, ça coince de tous les côtés. Est-ce que l'activité aujourd'hui et la communauté aujourd'hui et le volume sur Elrond justifie clairement, j'avais dit, et je pense que je suis pas très loin de la vérité, mettre AV sur Elrond, c'est entre 5 et 10 millions d'euros de coûts. Et je rigole pas, parce qu'il y a le coût des ingénieurs, il y a le coût des audits, il y a le coût du temps, etc. Donc, c'est entre 5 et 10 millions. Aujourd'hui, déployé sur Elrond, jamais le protocole va générer 10 millions. Enfin, ça peut justifier cet investissement, quoi. Donc, ça, c'était un peu mon truc. Et on va dire, il est méchant, Marc, il déteste Elrond, etc. Alors que c'est faux. Elrond, on était les premiers à vous en parler dans l'émission. Moi, je pense que c'est intéressant. Mais après, il faut donner la bonne valeur aux choses. C'est-à-dire que moi, Elrond, je trouve c'est quand vous la présentez, ça valait 10 $. C'était sous-pricé à 10 $, je pense, quand on vous en a parlé. Quand c'était à 400 $, c'était surpricé, clairement. Et si vous avez acheté entre 200 et 400 $, vous êtes tombé amoureux de ce truc-là et que maintenant on n'est plus à ces prix-là et que vous essayez désespérément de parler d'Elrond partout pour essayer de retrouver vos prix d'achat, je suis désolé, mais c'est pas notre faute. Vous avez acheté un truc qui était décorrélé de sa valeur. Ça ne veut pas dire que sa valeur, c'est zéro. Et ça, je suis très clair là-dessus. Mais sa valeur, c'était pas le market cap qu'il a atteint à un moment. Moi, ça m'a choqué, quoi, au bout d'un moment.
Enfin bref. Et un autre exemple, c'est que je parlais il n'y a pas longtemps en privé avec Abdelhamid, qui travaille chez Starkware, qu'on a reçu dans l'émission, et qui me posait la question, AV va sur Starknet, pourquoi Lens va pas sur Starknet? Et je lui avais dit, c'est pas les mêmes technologies, puisque Starknet, c'est aussi la même situation, c'est pas le même code. Donc Starknet, ça demande, ça apporte plein de choses techniquement. C'est vraiment hyper intéressant, Starknet, mais ça demande de faire tout ce travail, de remodifier le code, etc. Donc il y a eu un vote de gouvernement sur AV pour réécrire et adapter AV avec la technologie Starknet. Ça coûtait moins cher parce que, pour tout un tas de raisons, c'est public à aller voir sur le forum de gouvernance d'AV si ça vous intéresse. Mais ça a du sens de mettre AV sur Starknet parce qu'il y a un use case, parce qu'on peut faire des produits intéressants sur le Liquidity Protocol, sur le protocole Lens, qui est un protocole de social media. Au niveau des développeurs potentiels, ce n'est pas les mêmes développeurs, ce n'est pas des développeurs défis qui ont 5 ans d'expérience, qui ont 5 ans et 5 ans d'expérience dans la crypto, c'est énorme, hein, c'est gigantesque, qui ont 5 ans sous le coude de je travaille dans la crypto, j'ai le adversarial thinking, je sais coder un peu en dur, et du coup, apprendre du Cairo, ça ne me fait pas peur. Le développeur typique de Lens, c'est quelqu'un qui fait de l'applicatif. C'était peut-être un développeur web avant ou web 2 avant et qui découvre le web 3 et qui veut faire des trucs applicatifs. Si le mec, il a déjà fait l'effort d'apprendre le Solidity, on lui demande pas l'effort de faire du Cairo parce que en fait, c'est comme, tu demandes beaucoup trop de prérequis par rapport au use case potentiel. Et en fait, on peut penser ça. On peut aussi changer d'avis dans l'avenir parce que il y aura probablement des évolutions dans le code de côté Starknet. Et on peut penser ça sans avoir une mauvaise opinion de Starknet. Au contraire, je viens de dire que c'était super bien. C'est juste que chaque chose doit s'adapter. Et ça, c'est important de comprendre ce type de mindset quand tu aborde les cryptos pour avoir un peu une vision avec du recul sur les choses et pas se dire cette technologie-là, elle est géniale et du coup, tout le monde devrait utiliser ça. Non, c'est fou. Il y a des technologies qui sont plus intéressantes pour certaines choses, plus adaptées à certains publics, etc. Puis globalement, comme on l'a vu, ceux qui sont sur la galaxie Ethereum et qui y croient dur comme fer, tu les feras pas passer sur autre chose. Donc en fait, il y a le poids des années, il y a le poids de la confiance, il y a le poids de la sécurité. Enfin, c'est un tout. C'est un Et tout puis surtout, ouais, qui. Starknet, c'est un layer 2 d'Ethereum. Donc en fait, les gens de la communauté d'Ethereum, ils accueillent à bras ouverts Starknet, puisque de toute façon, ça fait partie de la même galaxie. Si tu demandes à ces mêmes gens, bon, vous crachez sur la gueule de Vitalik, vous tournez le dos à l'EVM et vous allez sur un autre truc qui est en Rust, qui n'a rien à voir et en plus qui n'a aucun lien, il n'y a pas les mêmes réactions, quoi. C'est clair. Il y avait Dexoan qui disait que ETH peut très bien rester leader en perdant des parts de marché. À chacun de voir s'il préfère mettre ses billes dans des actifs qui ont prouvé leur longévité, malgré les retards ou des projets plus exotiques, parfois compétents, mais plus incertains. Et toujours pareil, il le rappelle, mettre donc au niveau de la jauge entre le risque et le gain. Et effectivement, il faut aussi prendre en considération qu'un projet plus jeune peut vous dégager un rendement plus grand, mais est plus risqué. En fait, un projet qui est plus ancien dans la crypto est typiquement Bitcoin à ce jour, le BTC. Pourquoi c'est le papa? Déjà parce qu'il a créé le mouvement et il y a tous les idéaux qu'il y a derrière et ça restera Bitcoin. On a beau parler souvent de Ethereum, on reconnaît à Bitcoin ce qu'est Bitcoin. Et c'est vrai que derrière, Ethereum à ce jour, de la même façon que les alts ont littéralement rongé des parts de marché au global market cap, à chaque cycle, on va chercher de plus en plus bas. Bon, c'était peut-être pas vrai sur ce cycle-là, mais on n'était pas très loin. On va chercher une dominance qui a tendance à aller de plus en plus bas, ce qui fait que, et ça déplaît énormément, je pense, aux Bitcoiners, le marché se dilue, alors que eux voudraient qu'il se concentre que sur Bitcoin. Mais c'est vrai que globalement, Ethereum, c'est pareil que Bitcoin. Désormais, il existe depuis 5 ans, 6 ans. C'était entre 2014 et début 2015, quand il y a eu l'ICO. Ouais, le mainnet d'Ethereum, Homestead, c'est pas le mainnet d'ailleurs, ça c'est Frontier, mais c'est 2015. C'est-à-dire l'ICO c'est 2014 et à fin 2015, à la fin de l'année 2015, on a pu faire nos premières transactions sur un réseau mainnet Ethereum.
avec le Donc, lancement on du va prochain. dire 6 ans, à peu près 6 à 7 ans, selon comment on prend le truc. Ce qui Ça fait passe vite, que, hein, on est des boomers, ça y est. Hein. ouais, c'est clair. Ce qui fait que, bon, il y a BTC qui, lui, a la longévité de plus de 10 ans. On a Ethereum qui arrive juste derrière avec 6-7 ans, ce qui est relativement court en soi par rapport à un développement d'une technologie et d'un marché à part entière. Et c'est vrai que Ethereum, dans les prochaines années, du même que ce crypto total qui se fait ronger petit à petit, peut très bien perdre des parts de marché tout en continuant sa propre croissance et en ayant des Elrond, des NIR, des Atom, des Solana, des Avax Avalanche, enfin l'intégralité de tout ce qu'on voit fleurir à ce jour, qui peut-être continueront aussi de se développer positivement, tout comme au fur et à mesure, il y aura un écrémage qui se fera et des trucs qui péricliteront. Donc voilà, c'est toujours très difficile de se positionner comme ça dans le temps et à l'avance pour bien choisir entre guillemets ses chevaux pour pas faire une analogie avec le PMU. Mais c'est pour ça que quand on vous parle en tant que bon père de famille, on essaie de parler de BTC, de Ethereum et des trucs qui tiennent la route et sur lequel on a moins de risques aujourd'hui que ce qu'on l'avait quelques années auparavant, puisqu'on est un peu plus sûr du fait que demain, il sera encore là et que ça délivrera positivement, on l'espère en tout cas. De toute façon, on vous l'a dit, parce que exactement la même situation s'est présentée dans le live d'il y a 2 semaines. En fait, tout est une question de dosage. C'est-à-dire que si vous mettez 60-80% de votre portfolio dans un actif qui est le nouveau truc, et ça, dans la crypto, on adore le nouvel Ethereum, le nouveau AV, le nouveau je sais pas quoi. Euh, euh, En fait, vous exposez 60 à 80% de votre portfolio à un risque qui est fois 100. C'est clairement. Et donc, effectivement, si vous avez choisi le bon cheval, entre guillemets, pour rester dans la logique que tu as fait, vous allez avoir plus de variance et de gains. Mais les gars, si c'est ça, soit vous êtes complètement expert, vous avez énormément fait de vos devoirs et vous avez la vision parfaite de comprendre pourquoi c'est le nouveau truc vachement bien, soit en fait, vous n'avez pas encore fait vos devoirs, vous êtes débutant sur ce marché, ce qui est quand même la majorité des cas. Et en vrai, allez au casino, quoi. Hein, ce sera pareil. C'est le shitcoin casino, c'est à peu près les mêmes chances de gain ou de perte, mais au moins au casino, on connaît les probabilités exactes. À la roulette, je sais exactement quelle est ma chance de gagner si je mets 50 € sur le chiffre 17. Sur les marchés, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc ça, Et c'est surtout, vraiment... les débutants vont avoir malheureusement tendance à avoir une appétence au risque au début par méconnaissance, justement. Et on l'a vu avec Doge et avec Shiba qui ont atteint des niveaux stratosphériques parce que tous les Comme débutants qui Rocket arrivaient, aussi, quoi. ils avaient jamais entendu parler de crypto, mais comme il y a eu un effet de masse, un effet global, ça a fait rentrer. On était à combien au pic sur Shiba et Doge? Plus de 10 milliards chacun. Enfin, c'était Ouais. barge, barge. C'est ridicule quand on y repense, hein. Mais bon, c'est ça aussi un bull market, hein, c'est l'extravagance. C'est ce genre de signe-là qui nous montre de la surchauffe. Quand on passe de la spéculation qui est naturelle sur les marchés à ce qu'on appelle la greed, c'est vraiment l'avidité. Là, c'est généralement le moment de faire son DCA, mais inversé, c'est-à-dire de sortir progressivement des marchés et prendre ses profits progressivement sur les marchés. C'est ce qu'on vous avait dit à l'époque, hein, aussi. C'est assez important de prendre ce recul-là. Ne vous laissez pas dominer par vos émotions, quoi. Avant de passer sur Lens qui nous était réclamé par Hugo 74 567, il y avait 2-3 questions qui se rejoignaient. Si on pouvait vulgariser, et là je vais te laisser la parole Marc, parce Sur que je pense Polygon, que tu le feras très bien en quelques phrases. Polygon et le ZK Rollup, effectivement. alors Polygon, ils ont annoncé Polygon, c'est toujours voulu amical avec Ethereum. Donc Polygon, c'est un layer 1. Il y a des gens qui disent que c'est un layer 2, c'est un abus de langage. Donc c'est pas une blockchain qui est connectée directement à Ethereum. Elle est connectée dans le sens que c'est une commit chain, c'est-à-dire que par symbolique, ils mettent de la donnée sur Ethereum de temps en temps, mais en soi, ça n'a pas d'importance particulière au niveau de la sécurisation du réseau. Quand vous faites des transactions sur Ethereum, non, sur Polygon, vous n'héritez pas de la sécurité du réseau Ethereum. Et ça, il faut être très clair là-dessus, puisque aujourd'hui, Polygon fonctionne avec le POS, le Proof of Stake Network,
Et, ça a toujours été pensé du côté de Polygon comme une phase transitoire, parce qu'ils voulaient un réseau qui puisse caler, qui soit pas cher, où on puisse faire des transactions qui marchent entre guillemets tout de suite. Et ça a été une stratégie extrêmement gagnante. J'avais fait un thread Twitter qui expliquait pourquoi je pensais que Polygon avait était parmi les projets de Layer 1 qui avaient le mieux géré leur bull market, puisque ils ont commencé le liquidity mining un peu avant tout le monde, et ils ont vraiment lancé avec qui s'est déployé là-bas, et d'autres projets qui sont déployés là-bas en premier. Ils ont un peu lancé cette idée de il n'y a pas que Ethereum dans la vie, il n'y a pas que la BSC en mode centralisé, il existe aussi d'autres alternatives décentralisées Layer 1, et ça a lancé un peu toute la vague qu'on a eue par la suite toute l'année 2021. Et tout un tas de choses. Allez voir sur Twitter si ça vous intéresse. Mais ils ont toujours pensé que c'était une stratégie de transition, et ils ont utilisé la phase de hype quand les valorisations étaient très élevées, les sous que ça leur a généré, puisque le Matic valait plus cher à ce moment-là, pour faire de l'acquisition de talents et de l'acquisition de technologie. Donc ils ont acheté plein de choses, notamment Hermès, qui est la base de cette nouvelle technologie qui s'appelle zk-AVM, et d'autres sociétés et d'autres équipes d'ingénieurs pour créer un peu une super équipe d'un nouveau réseau qui a volonté de devenir la nouvelle base du réseau Ethereum. Donc ce sera le même token, hein, le zk-AVM, le token c'est Matic. Je ne sais pas pourquoi il y a eu des rumeurs qui ont tourné pendant les CC que ça allait être un autre token. Non, c'est faux, hein, le token c'est Matic. Et en gros, ils arrivent à faire un peu un coup de maître, mais pour l'instant, je garde mes distances là-dessus parce que c'était une annonce d'annonce un peu, hein, puisque ils ont annoncé que dans les prochaines semaines, ils allaient sortir un testnet, et que si les phases de testnet étaient concluantes, cette année, ils sortiraient un mainnet du zk-AVM. Donc pour l'instant, on n'a juste rien. On a juste cette annonce, mais à ma connaissance, on n'a pas accès au code, donc on ne peut pas vérifier la qualité du truc tout de suite, et on n'a pas accès au réseau testnet, donc on ne peut pas tester le truc en réel. Donc pour l'instant, je garde mes distances, mais sur ce qui a été annoncé, et on prend des pincettes du coup, parce que pour l'instant, on ne peut pas vérifier, c'est un peu le Saint Graal, puisque on a Polygon qui devient un vrai Layer 2, donc qui se connecte à Ethereum et qui devient parfaitement compatible avec Ethereum, ce qui a pas mal d'avantages au niveau aussi de la communauté, des gens qui font du volume, de la liquidité sur Ethereum. C'est plus simple pour eux, enfin idéologiquement, d'aller sur un réseau comme Polygon que d'aller sur un réseau qui est plus hostile à Ethereum, comme par exemple Avalanche. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un réseau de scalabilité ZK de type Starknet, mais qui est compatible au niveau du code VM, ce qui veut dire que, en fait, si vous êtes un développeur Ethereum, vous pouvez, sans avoir à apprendre un nouveau langage comme sur Starknet, développer directement des contrats sur Polygon. Alors, ça vient avec son lot de limitations et d'inconvénients, mais l'avantage de ça, c'est que on a toute la communauté des développeurs Ethereum, et vraiment au sens large, qui peut intégrer la communauté zk-AVM du jour au lendemain. Et ça, c'est assez incroyable. On attend de voir les détails de ça, parce que c'est un peu un coup de magie de réussir à faire comme ça, mais c'est extrêmement intéressant. Et surtout, ça pose les bases du renouveau de Polygon en tant que vrai layer 2. Donc tous ceux qui vous disaient sur les réseaux sociaux, oui, mais Polygon, il n'y a pas un layer 2, ben voilà, et maintenant ils ferment leur gueule, et c'est plutôt pas mal. Parce que franchement, ils nous ont saoulés depuis 2 ans, ceux-là. Et donc ça devient un vrai layer 2, et puis ça pose les bases de ce qu'ils appellent les supernets. Donc cette vision que pour le réseau applicatif, pourra y avoir des réseaux à part qui sont basés sur Polygon et qui vont s'ancrer sur le zk-AVM pour faire encore plus de scalabilité, comme Avalanche a son principe de subnet. Donc on est vraiment sur une grosse ambition, grosse roadmap. On attend de voir. On prend un petit peu de distance parce qu'on a l'habitude des annonces. Maintenant, on veut voir du concret, on veut voir un testnet qui fonctionne. Mais si cette vision-là, elle se réalise en 2022, début 2023, on est vraiment sur un truc qui est
impressionnant pour l'écosystème. D'ailleurs, ils le disaient eux-mêmes, bon, c'était eux qui le disaient, alors c'est toujours un peu enjolivé probablement, mais que c'était, une des plus grosses news qui a été annoncée depuis très longtemps, ils positionnaient ça juste derrière le merge d'Ethereum, c'est pour dire, en termes Ben, d'impact, clairement, ça l'est, hein. Clairement, ça l'est parce que moi, je pense que du côté de Starkware, il y a eu un petit peu de sueur. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens, à mon avis, qui ont investi dans le round à 9 milliards Starkware. Et là encore, hein, on rigole, hein, on n'est pas du tout. Moi, je suis très très fan de Starknet, on n'est pas du tout en train de les critiquer, mais je pense que ça s'est vu, les gros comptes qui avaient investi à une grosse valorisation, qui ont dit oui, mais c'est pas un vrai ZK machin, et puis de toute façon, il n'y a pas de testnet. On a senti une orage, quoi. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre, entre guillemets, il y a un petit peu de concurrence, tout va bien, quoi. Yes, bah, puis au final, ça fait de la compétition qui est plutôt, salvatrice pour que justement chacun essaie d'évoluer à la fois rapidement et le plus, positivement possible pour l'ensemble de l'écosystème, donc je trouve ça plutôt cool. Hem Moi, clairement, la compétition, c'est loin d'être une mauvaise chose, ça force l'innovation, et puis et vraiment, on n'est pas malheureux dans notre écosystème au niveau de l'innovation. C'est quand même, on est sur une industrie où il y a tout le temps des nouvelles choses, il y a tout le temps des gens qui réfléchissent, qui cherchent à améliorer, à contribuer. C'est quand même plutôt sympa quand on aime ce genre de choses, de faire partie d'une industrie et d'un écosystème qui est naissant, parce que bah, ça reste assez jeune, quoi, la blockchain. Il y a plein de choses, hein. Je pense que si on fait la même émission et qu'on est encore là dans 10 ans, il y a plein de choses qui nous semblent incroyables aujourd'hui. On dira, bah, ouais, tu te rappelles comment c'était nul à l'époque? C'est plutôt bon signe, quoi. Bah, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de parler régulièrement du marché crypto, et c'est pour ça qu'aussi on peut tenir une quasi journalière, bah, pendant 2 ans. C'est ce que, j'ai fait du côté de YouTube, et que là, l'émission du lundi arrive très bien aussi à se maintenir. C'est que quand bien même on traverse des phases où des fois c'est assez atroce et on est en déprime totale et tout, bah, globalement lui, le marché fondamental et technique, technologique, il continue, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Les faillites qui devaient se faire se font, mais à chaque itération, à chaque fois, on se dit mais comment on n'y avait pas pensé, tel projet qui prend toutes ses parts de marché, qui devient énorme, et tout le monde se dit ouais, c'est énorme et tout, des nouveaux trucs qui arrivent, qu'on n'a pas vu venir parfois. Enfin voilà, c'est vraiment très très addictif presque, c'est assez fou. Sur une question de Hatch qui est intéressante. Pourquoi Polygon fait payer les frais sur leurs IK en net plutôt qu'en Matic? Ça, c'est en fait ce qu'on appelle la compte. Déjà, il y a plusieurs choses possibles. On n'a pas tous les détails là-dessus. Donc, il faut prendre un petit peu de recul, puisqu'on on a été sur une annonce. Mais en fait, quand tu es un vrai layer 2, normalement, quand tu fais le batching, donc tu prends tout un paquet de transactions qui ont été faites sur ton réseau et t'en fais une grosse que tu vas mettre d'un seul coup et faire des économies d'échelle comme ça, qui prend aussi moins de place que si c'était le même nombre de transactions sur le réseau principal. Bah, cette transaction-là, il faut que tu la payes dans la même monnaie que le réseau principal. Moi, je prends toujours le même exemple parce que je trouve qu'il marche bien. C'est que si tu penses que Ethereum, c'est une autoroute, ou une blockchain publique, c'est une autoroute, et ça, c'est ton layer 1. Au bout d'un moment, si tu as plein de gens en voiture qui vont dessus, tu as des bouchons. Et si vous avez étudié un petit peu bah, tous ces trucs-là, à chaque fois qu'on essaye de rajouter plus de lignes sur une autoroute, bah, en fait, on ne règle pas le problème des bouchons. C'est la pire chose à faire en infrastructure, c'est de mettre plus de voies sur une autoroute. Et ça, c'est clairement ce qu'essayent de faire les Solana, Elrond, etc. C'est-à-dire, on va faire des blocs énormes avec des nœuds ultra puissants et puis on pourra faire plein de transactions. Et c'est une erreur de débutant, en fait. Vous parlez à un urbaniste et il vous expliquera que bah, Dubaï, quand ils mettent une autoroute à 17 voies, en fait, il y a quand même des bouchons à Dubaï. La solution, c'est plutôt de densifier, d'avoir ces voitures où il n'y a qu'une personne et demie en moyenne dedans sur la route. La solution, c'est plutôt de densifier l'usage sur la route. Et un layer 2, en fait, ça va être comme une société d'autobus où bah, il y a plein de gens qui peuvent rentrer dans un bus et en fait, ils vont payer
ces gens leur ticket de bus dans la monnaie qui est compatible avec la société du bus. Et ensuite, la société du bus, en elle-même, va payer les péages de cette autoroute dans la monnaie qui est compatible avec la société d'autoroute. Et donc, un peu dans cette analogie, je paye, quand je suis sur un layer 2, je paye mon gaz, moi, en tant qu'utilisateur en Matic, et ensuite, la société d'autobus, donc le layer 2, va payer son gaz en Ethereum. Et après, on est un peu dans un monde bizarre où il pourrait y avoir un layer 3, un layer 4 et un layer 5. Alors là, on se limite par rapport au truc du monde réel, parce que est-ce qu'on peut mettre des bus dans des bus? Je suis pas sûr, mais dans la blockchain, c'est possible, quoi. C'est le bus magique. Le bus magique, quoi. Du coup, je te propose qu'on passe au sujet suivant, puisqu'on avait quelques trucs à traiter dont on avait parlé avant, et il s'agit de Lens. Donc, je vais encore te laisser pas mal parler, puisque là, c'est toi qui maîtrises un peu plus le sujet, d'autant plus que, en tant que bon flemmard que je suis, j'ai pas fait mes fameux devoirs et je suis toujours pas sur Lens. Alors, je vais me faire fouetter à force. Mais globalement, voilà, n'hésite pas à nous en dire plus, parce que j'ai vu que derrière, il y a 2-3 ramifications autour du réseau, et notamment la possibilité en tant que créateur de contenu de potentiellement s'y retrouver, et le niveau auquel c'est arrivé aujourd'hui, la vision potentielle aussi de Lens pour demain, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir un véritable réseau décentralisé quand on voit un peu comment ça se passe un peu partout. Donc voilà, on t'écoute. Je vais la faire courte sur ce sujet parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est là et puis je suis malade et je vais aller me reposer. En vrai, je pense, ça s'entend dans ma voix que je suis en PLS ou c'est cool? Ouais, ça va, franchement, ça va. Ça va. En vrai, je suis en PLS là. Mais bon. Donc, en gros, ce qui est intéressant dans Lens, c'est qu'on est sur un protocole. Et pour bien comprendre Lens, c'est que Lens, c'est le protocole, donc c'est la couche protocolaire, ça veut rien dire, je dis la même chose en boucle, désolé. C'est ça la PLS. Et en fait, au-dessus de ce protocole, il y a la couche applicative. Donc, il faut penser, par exemple, sur Ethereum, tu as le réseau Ethereum qui permet de faire des transactions dessus. Et au-dessus d'Ethereum, tu as des applications décentralisées, par exemple AV, qui permettent de faire des choses sur AV. Et vous voulez une démo? Je peux vous montrer mon profil Lenster. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Juste, du coup, comment je fais pour partager mon écran? Tac. Tac. Juste, je dois fermer les fenêtres un peu. Ouais. Olé, olé, n'est-ce pas? Laisse pas JM au premier plan. Voilà, des fenêtres un peu olé, olé. Partager l'écran, est-ce que ça fonctionne? Tac, tout l'écran, hop, hop. Là, vous le voyez? C'est parti. Donc ça, c'est Lenster. Et donc ça, c'est la deuxième couche du protocole, c'est la couche applicative. C'est-à-dire qu'une fois que vous, en tant qu'utilisateur, vous avez un compte sur Lens, sur le protocole directement, ce compte vous appartient et ce compte est à vous. Donc ça, c'est mon compte avechan.lens. Et en fait, ce compte est compatible avec toutes les applications qui, par défaut, se construisent sur le protocole Lens. Donc, on est vraiment dans ce truc où, en fait, c'est vous qui êtes propriétaire de vos données. L'application n'a pas vos données. La seule chose que peut faire l'application, c'est de appeler l'API de Lens, donc demander au protocole c'est qui lui, et le protocole va donner les données qui sont importantes seulement pour l'interaction avec l'applicatif. Donc, il y a vraiment un truc. Le chat nous dit de zoomer un petit peu plus, que tu as Encore encore plus. un peu. Ouais. Ouais. Et du coup, Pardon. voilà, redescends. Ouais. Merci. Et du coup, ce qui est intéressant dans Lens, c'est que c'est un protocole qui a été pensé pour monétiser le contenu. Donc, ça a été pensé pour les créateurs de contenu. Donc, par exemple, Cryptomatrix, qui fait des vidéos, etc., t'es bien placé. Et donc, il y a tout un tas de modules au niveau des smart contracts. Au niveau de l'application, ça ne se voit pas que c'est des smart contracts qui permettent de gérer, de créer du contenu, de l'héberger sur IPFS de manière décentralisée et de le mettre à disposition pour avoir soit des systèmes de donation directe, soit des systèmes de collection où chaque poste, en fait, ça, c'est un NFT que j'ai fait. Et du coup, là, il y a 4 personnes qui ont acheté pour 2 pièces ce NFT, il y en a 20 au total qui sont disponibles.
Et il y a même des systèmes de référal qui sont intégrés au niveau du protocole, donc il n'y a aucun intermédiaire, il n'y a aucune fille. Il y a vraiment, là, je vends ce NFT de Matic, donc ça fait 1,50 €, hein, si je le fais pour un peu faire la pub du protocole. Je suis pas un artiste, c'est pas mon nouveau métier, je me suis pas transformé artiste du jour au lendemain, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu le truc. Et donc, ça m'a rapporté une lunatique, j'ai payé des frais à personne. Quand on compare à Twitch ou YouTube et les commissions qu'ils prennent, c'est un peu un nouveau monde. Il y a ce système de référal. Donc, si vous mirror, donc l'équivalent de retweeter dans le monde Web 2, mon truc, et que il y a quelqu'un qui voit votre retweet et qui décide d'acheter mon NFT, eh ben, vous allez toucher 20% de mon revenu directement, sans avoir rien à faire particulier avec moi. Ce qui permet d'avoir des référals qui sont intéressants, puisque si vous exposez mon travail et mon contenu à d'autres et que ça génère du revenu, et ben, vous pouvez avoir directement votre truc. Donc, parfois, je fais des mèmes aussi et je fais différents trucs qui sont tous vendus. Et voilà. Donc, on est sur ce truc-là. Ça, c'est Lenster. Lenster, c'est vraiment un Twitter, hein, au final. Si je vais là-dessus, on est sur une expérience Twitter. Mais en fait, sur Lens, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a ces principes de monétisation. Là, le créateur de l'application Lenster a décidé de faire un Twitter. Mais sur Lens, on peut faire de l'hébergement vidéo, on peut faire du blogging, on peut faire des forums, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et ça fonctionne très bien là-dessus. Donc voilà sur la présentation de base. Je peux vous sortir en alpha qu'il y a une application AV qui sort dans pas longtemps et qui va se baser sur Lens et qui permettra de faire différents trucs sur le protocole Lens. Voilà. C'est vachement intéressant en tout cas. C'est vrai que nous, tu nous en avais parlé en plus un peu avant même que ça se lance. Et à l'époque, d'ailleurs, je crois que pour les personnes qui s'inscrivaient, il y avait peut-être un petit bonus, non? Pour ceux qui vraiment s'étaient inscrits très tôt en amont. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas inscrit. Mais du coup, maintenant, en tant que créateur de contenu, comme tu disais à l'instant, je pense que c'est vachement intéressant et qu'il va falloir se pencher sur le truc. Bien évidemment, comme on vient de le voir, ça reste peut-être encore assez rudimentaire aux yeux de certains. Et on n'en est qu'au tout début de ça, mais imaginez dans 5 ou 10 ans, quoi, si on se projette sur un Twitter Alors Web3, un équivalent. surtout aujourd'hui, Lens, c'est en close bêta. Close bêta, ça veut dire que le protocole est live, hein, vous avez vu, il fonctionne, il y a des gens dessus, etc. Je crois qu'il y a 114 000 comptes. Alors, est-ce que 114 000 comptes, c'est 114 000 personnes? On a l'habitude sur la blockchain, vaut mieux prendre du recul sur les chiffres. Mais pourquoi on limite aujourd'hui? C'est que Polygon, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas capable d'avoir 1 million d'utilisateurs, et encore moins 10 millions, et encore moins 1 milliard. Donc, pour l'instant, on limite les choses pour que tout le monde ait une bonne expérience, que les prix du gaz deviennent pas tarés, etc. Clairement, aujourd'hui, on est dans l'attente des solutions de Layer 2, que ce soit Optimism, le ZK VM de Polygon, forcément, est extrêmement intéressant dans le contexte de Lens, et d'autres solutions aussi qui sont sur notre radar. Quand on sera sur des solutions de scalabilité un peu plus intéressantes, et probablement, par exemple, un subnet Avalanche qui pourrait aussi convenir, un supernet Polygon au-dessus du ZK VM, ça pourrait aussi convenir. Quand on sera dans une solution de scalabilité plus intéressante, là, on ouvrira les portes. Donc aujourd'hui, le seul moyen d'avoir un compte Lens, c'est d'obtenir une invitation. Ces invitations, on les donne aux gens qui vont à la Rave, par exemple, des gens qui vont à l'ETHCC, des gens qui assistaient à des talks pendant la conférence qui parlaient de Lens, qui ont fait signer une lettre. Voilà. Donc, si vous êtes actif dans la communauté, au bout d'un moment, vous allez avoir une invitation. Mais c'est vrai que sinon, il faudra prendre un peu son mal en patience. Mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on est au tout début du protocole, on est en vrai alpha pour l'instant. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Il y a des gens dans le chat qui me demandent si c'est moi l'artiste. Non, c'est Midjourney. C'est une IA qui génère les NFT que je fais. Moi, je la traîne, je fais des commandes en fait, et je lui donne des courants artistiques.
et des couleurs, etc. Et après, elle va générer des trucs. Je fais quelques sélections, mais non, je ne suis pas, j'ai pas ce niveau-là, malheureusement. J'ai j'ai d'autres spécialités dans la vie. Mais voilà, si ça vous intéresse, un Midjourney, c'est hyper intéressant. C'est accessible. Je crois que ça me coûte 10 euros, 10 dollars pour m'inscrire sur Midjourney. Je leur fais pas de la pub particulièrement, mais ça marche bien, quoi. Après, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, mais je suppose que c'est un autre niveau, il y a DALL-E aussi avec un petit tiret entre DAL et le E en référence à Ça, Dali, le peintre. ça malheureusement, il faut une notation. J'ai essayé d'en avoir une, pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais si vous avez accès à ça, ouais, il paraît qu'elle est vraiment impressionnante par rapport à Midjourney, quoi. Et c'est en train Mais, petit à petit mais aussi ça, c'est. d'arriver dans la musique. Apparemment, il y a des trucs de musique qui sortent qui commencent à être assez vénères en IA. Bah, moi, clairement, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, surtout le début, avec l'accessibilité de la photographie, ça a changé le monde de l'art du jour pour toujours, en fait. C'est à un moment, bah, quand on était capable de tenir dans ses mains un appareil relativement facilement qui te donnait une vision parfaite de ce qu'il y avait autour de toi, être artiste un peu à l'ancienne et de faire du photoréalisme comme tu peux en voir dans cette période-là, genre Musée d'Orsay, etc. Bah, ça avait perdu un petit peu de sa substance. Et du coup, ça a généré tout un courant à partir des années 20, et puis surtout après, qui a pris de l'ampleur après à l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, d'artistes qui se sont dit on va plus peindre la réalité directement, on va aller peindre d'autres choses. Et ça a donné vraiment, ça a révolutionné le monde de l'art. Après, on est sur une chaîne crypto, hein, si c'est votre spécialisé, désolé si je dis des conneries, mais c'est ma vision des choses. Là, on a les IA, où un mec comme moi peut générer de l'art que personnellement qui me plaît, hein, sinon je le posterai pas, et qui plaît à certaines personnes parce qu'ils connectent mes NFT, alors que j'ai zéro compétence. Mais vraiment, moi je n'ai pas de compétences artistiques, je connais juste quelques courants artistiques et je m'en inspire et puis je les indique à l'IA, mais c'est l'IA qui fait tout. Bah, les effets, vu que cette IA, elle peut écrire des articles, même des articles scientifiques, elle peut, OpenAI, ils font ça, hein, elle peut générer de la musique et en meilleure qualité, elle peut faire de l'art. Ah, ça veut dire quoi être artiste au XXIe siècle, du coup? Et moi, ça me passionne. Clairement, je pense pas que c'est la mort des artistes. Je pense que ça va révolutionner le monde de l'art et ce qu'on va en On faire. est en train de se connecter à la matrice. Mais ouais, non, mais je suis vraiment. J'ai une vision positive des choses et optimiste, hein, donc je pense qu'on va se servir de ces outils pour avoir plein de choses d'hyper bonne qualité et que ça va changer la manière de produire de la culture, en fait, des objets culturels. Et je trouve ça hyper intéressant. Après, bah, c'est clair que ça va être un grand changement, quoi. Après, je pense que dans tous les cas, les artistes, on va dire physiques, puisque là, on va arriver sur des artistes dématérialisés. Je sais même pas si on peut vraiment les appeler comme ça, puisque ça restera des robots. Mais ou peut-être qu'un jour l'IA finira par, comme dans les dystopies absolues, nous remplacer, voire voilà. Enfin bref, on peut esquisser tout un tas de théories plus fumeuses les unes que les autres. Mais globalement, pour les années à venir, les dizaines d'années à venir, je suppose, tout ce qui restera encore matériel et avec un savoir-faire humain et avec les erreurs aussi des humains au passage, puisque l'IA va chercher, je pense, toujours un certain degré de perfection. Voilà, ça sera ce qui fera aussi la différence. Et peut-être Moi, je que pense plus tard, que les quand, nouveaux artistes, ça va être les artisans. C'est vraiment ceux qui bossent sur être ébéniste. Ça va être reconnu comme un vrai art, tu vois. ouais, Et bah ça l'est peut-être déjà que aujourd'hui, hein. justement, Moi aujourd'hui, un artisan, j'ai énormément de respect pour des gens qui savent faire un travail manuel de qualité. En France, en plus, on est bien lotis, on a les compagnons, enfin, on a des trucs assez vénères au niveau des compétences. Et c'est aussi un truc qui va peut-être reprendre de la valeur, quoi. ouais, justement, par rapport à un monde numérique qui reste froid et assez austère, ben, tu auras toujours justement le côté humain qui, lui, est chaud, plein d'erreurs et qui tâtonne et qui essaie toujours aussi d'en tirer le meilleur, que ça soit pour un artiste, on va dire peintre, photographe, musique ou peu importe. Mais il y aura toujours la part d'humanité qui induit la part d'erreur et
qui ne sera pas, je pense, dans le côté des machines. Donc voilà. Mais en tout cas, on commence à toucher du doigt la véritable dystopie, là, pour le coup. Hein. C'est Ready Player One plus en mode... Moi, je suis optimiste, mais après, vous me connaissez, hein, je suis un permaboule. Hein. Moi, je crois en l'humain, notre capacité de s'adapter, et puis que, en fait, les outils sont des outils, quoi, et on s'en servira pour faire des belles choses. Après, bah, je suis pas non plus, je vis dans le monde réel. J'aime bien garder un certain recul sur les choses, mais penser que c'est Skynet, c'est Matrix en mode dystopique, ouais, laissons une chance quand même. On verra bien. Après, oui, c'est vrai que par rapport à ça, à l'IA, la robotique et tout, cet avènement, on peut en voir le mauvais côté comme d'habitude, tout comme en voir que peut-être grâce justement aux prochains progrès, on arrivera à guérir 90% des pires maladies ou détecter justement en amont sur un simple scanner ou une analyse des trucs que jusqu'à présent, même les meilleurs spécialistes au monde n'arrivaient pas à détecter. Donc voilà, ça peut avoir du bon comme du mauvais. Et je pense comme d'habitude que c'est ce qu'on en fera nous qui fera la différence. Ou peut-être l'IA en tant que telle qui est amenée quand même un jour ou l'autre à penser, je suppose, un minimum par elle-même. Et c'est là où voilà, ça devient un peu... on ne sait pas dans quel sens ça peut partir. Quand ils ont fait des tests, notamment sur Twitter, ça s'est pas très bien terminé. Clairement. Ouais, mais ils sont entraînés maintenant. Bon, ça, c'est un débat sans fin. Et puis, on est une chaîne crypto. Il y a des gens plus calés que nous pour parler de ces sujets-là. Vous les C'est trouverez. clair. Ils sont suivables, clairement. Là, on donne notre avis. Hein. C'est un peu de l'opinion. Juste pour répondre, on avait déjà dans l'émission et publiquement, j'avais déjà répondu là-dessus. Comme quoi, est-ce qu'il y aurait quelque chose à la clé si on utilisait la V3 d'AV ou si on utilisait le testnet, etc. Il y a eu tellement de bots et tellement de ce qu'on appelle les airdrop farmers que c'est un projet qui a été abandonné. Donc voilà, je le redis encore aujourd'hui, si vous avez utilisé le testnet V3 d'AV, vous attendez à rien. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. C'était juste pas, voilà quoi. Ouais, petit à petit, c'est un peu dommage que finalement, c'est toujours pareil. Les personnes qui veulent gratter à mort pénalisent ceux qui ont fait les choses Bah correctement et surtout, de façon unique. c'est pas énormément d'acteurs. Hein. C'est vraiment là, on assiste où tout protocole aujourd'hui, et même sur Lens, tu vois. Sur Lens, il n'y a pas de token, il n'y a pas de fee, tu vois. Euh, et sur Lens, on a des fermes de robots, quoi. On a des gens qui likent tous les posts, qui en collectent certains quand c'est gratuit, qui font des commentaires. Et les gars, c'est des robots. Et en fait, très clairement, bah, c'est des airdrop farmers. Donc, est-ce que et c'est pas toujours des robots en plus, parfois c'est juste des humains qui se disent je vais tenter ma chance, il y aura peut-être un token un jour et je vais peut-être gagner des sous. Mais en gros, c'est un peu nul quoi. C'est les gars, si vous c'est ce que je vous dis régulièrement dans l'émission, si vous passez le même temps à faire vos devoirs et apprendre des choses et être un petit peu plus technique ou aller un petit peu plus loin dans votre connaissance de l'écosystème, en vrai, vos probabilités de gagner de l'argent et beaucoup plus d'argent sont bien plus élevées que retweeter des giveaways toute la journée, essayer de faire des airdrops toute la journée, quoi. C'est au bout d'un moment, votre temps, il est précieux, votre temps, il a une valeur. Vous avez une valeur en tant que personne et vivez à votre propre valeur, quoi. C'est arrêter de penser que votre temps vaut rien et que vous allez faire des retweets toute la journée pour gagner 5 centimes, quoi. Et C'est au bout au-delà d'un de ça, moment. j'irai même plus loin. Enfin, les giveaways, c'est une chose parce que finalement, à partir du moment où tu as quelqu'un sur Twitter qui te dit tu peux gagner 500 balles ou un iPhone ou que sais-je, c'est humain aussi qu'il y ait des personnes qui veulent essayer de gagner derrière. Par contre, là où c'est intéressant de pousser plus loin cette réflexion, et je pense qu'on clôturera là-dessus, ça fait 1h20, on ira faire un petit raid sur Mades, c'est tout simplement de ne pas perdre son temps sur les réseaux sociaux. Parce que c'est très facile de se faire happer par un Twitter, par un Instagram, par un Facebook et consorts. Il y a, comme vous le savez ou non, le scroll infini
qui est là pour vous faire rester sur la plateforme. À partir du moment où vous allez regarder quelque chose, ça va vous donner que du contenu qui va forcément aller dans le sens de ce que vous voulez regarder. Par exemple, si vous êtes déprimé et que vous regardez du contenu déprimant, ça va vous enfermer dans cette spirale et petit à petit, vous allez y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire toute votre journée. Et là, en fait, vous perdez véritablement du temps, de l'énergie et potentiellement de l'éducation et de l'argent. Si, en tout cas, Moi, vous souhaitiez. clairement, j'ai désinstallé TikTok parce que TikTok, c'est vraiment le diable pour ça, quoi. C'est l'enfer. TikTok, c'est le truc, tu le lances et en fait, tu sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé 2 heures, tu vois. Tu as perdu 2 heures de ta vie et en fait, tu as vu que de la merde parce que tu as vu que des trucs, enfin, ça sert à rien, quoi. C'est ayez du respect pour vous-même, ayez du respect pour votre valeur et pour votre temps. Essayez d'utiliser, les 24 heures de votre journée, elles sont limitées. Essayez de créer de la valeur, quoi. Essayez de développer, ce que vous êtes pendant ce temps-là. C'est normal de vouloir relâcher la pression. Si on a passé 39 heures dans sa semaine à faire un boulot qui nous fait chier, on n'a pas envie de se «prendre la tête» entre guillemets, pour aller faire des devoirs après. Mais en fait, ça vaut le coup. En vrai, ça vaut le coup, quoi. Ouais, on se rend pas compte du temps et de l'énergie qu'on perd et notamment sur les réseaux. Donc voilà, c'était le petit outro, on va dire limite hors sujet, mais qui quand même, je pense, replace les choses dans le contexte. Donc merci Marc pour l'émission, merci à tous d'avoir été là ce soir et à ceux qui ont donné en cours de route quand on regarde pas forcément le chat des abonnements. On va lancer un petit raid du côté de Mades et on vous souhaite une très bonne soirée. Il devrait y avoir le live dans les prochains jours en replay sur YouTube et il sera immédiatement dispo dans les prochaines minutes. Merci Marc et on vous souhaite une très bonne soirée.